Bonjour à toutes et à tous. Je vais, avant de faire la petite présentation que l'on m'a demandé de faire, je souhaitais en fait dédier cette petite communication à deux amis, Geneviève Bresse-Bautier et Guillaume Fontenelle, dont je dois dire j'attends avec grande impatience et fébrilité la publication du livre dont ils sont les deux grands maîtres d'œuvre sur le Louvre, l'histoire du Louvre, après avoir beaucoup apprécié déjà leur publication et celle en particulier de Guillaume sur les Tuileries. Je me sens vraiment un petit nain sur les épaules de petits nains. Je vais vous présenter en un temps court, un topo relativement bref. Or, pour qui veut aborder les sources d'archives, les sources relatives à l'histoire du Louvre, il est très délicat de faire une franche séparation avec celle des Tuileries, tellement les deux palais ont une histoire entremêlée. Comme le rappelait justement Guillaume Fontenelle, le palais des Tuileries, et non le Louvre, sauf pendant quelques mois en 1719, était la résidence officielle du roi et de la reine, lors de leur séjour à Paris, après l'installation officielle de la cour à Versailles, et ce jusqu'à la Révolution. Plutôt que d'égrener un chapelet de sources dans des sous-séries aux intitulés arides, il me semble plus utile de présenter sommairement ici ces sources en fonction des raisons historiques, en quelque sorte, qui ont amené à leur création, à leur constitution. C'est donc une présentation typologique, en quelque sorte, qui sera faite ici et qui n'a aucune prétention, évidemment, à l'exhaustivité. Mon plan est très simple. J'aborderai successivement le Louvre, les Tuileries et leurs abords, un chantier permanent de la surintendance puis direction des bâtiments du roi. En second lieu, le Louvre et les Tuileries dans la vie de la cour de France. Le troisième point, ce sont des points rapides, mais le troisième point, le Louvre et les Tuileries comme lieu de logement de nombreux services d'organismes ou d'institutions et de particuliers. Et enfin, le Louvre, last but not least, un lieu de conservation d'archives administratives essentielles. En fait, rétrospectivement, je me suis fait la réflexion que l'histoire des archives du Louvre ou sur le Louvre et sur le Louvre sous l'Ancien Régime, faire cette histoire revenait à présenter en quelque sorte, en partie, une histoire aussi des archives nationales. Donc premier point, le Louvre et les Tuileries, leurs abords, un chantier permanent de la surintendance, puis direction des bâtiments du roi. La gestion du domaine, je ne l'aborderai que rapidement, dans la mesure où ces sujets ont été beaucoup étudiés, en particulier à l'occasion des grands chantiers de fouilles de la rénovation du Louvre. Les fonds parisiens des Archives nationales de Paris concernant ces sujets sont relativement dispersés. Et il est assez difficile, en quelque sorte, d'en donner, sauf à donner quelques éléments qui se promènent un peu partout. Donc, je cite principalement, mais c'est un cas parmi d'autres, dans la série Q1, la série des domaines, Q1 1173 à 1181, le terrier du roi pour le quartier du Louvre, qui va du XIIIe siècle au XVIIIe siècle. Il serait également important de prendre en compte les sources relatives au rapport du Louvre avec la Seine. Les expériences récentes, les opérations d'entraînement à la lutte contre la crue centenale montrent que ce n'est pas seulement un aspect historique, mais c'est un fait à ne pas oublier que le Louvre est intimement lié aussi à la Seine. Et il y a aux Archives nationales, pour la période antérieure à l'Ancien Régime, de nombreuses sources sur le fleuve. Le point essentiel, évidemment, autour du Louvre et des Tuileries, c'est la construction et l'entretien des bâtiments et des jardins. C'est bien sûr, vous le devinez, dans le fond des bâtiments du roi, au sein des archives des bâtiments du roi, oui, au sein des archives de la Maison du Roi, que se trouve l'essentiel des archives relatives au Louvre et aux Tuileries jusqu'à la Révolution.
Je les cite une fois pour toutes. Les cotes vont de O1 1666 à 1679 pour le Louvre et 1680 à 1683 pour les Tuileries. Cela peut vous paraître peu. C'est vrai que, comparé aux sources que nous conservons pour le château de Versailles, par exemple, cela fait peu de sources, peu de cotes à proprement parler. Elles sont denses et il y a aussi eu des éléments qui n'ont pas rejoint les archives nationales et qui nous manquent du coup dans ces fonds. Comme on le sait, une part importante des documents graphiques relatifs aux deux palais sont par ailleurs, en plus de O1, conservés aux archives nationales dans d'autres sous-séries, dont la sous-série VA, dont on vous parlera plus tard, et qui inclut en particulier les 2 fameux albums du Louvre déposés au cabinet des arts graphiques actuellement, ainsi que la série N, pour laquelle j'ai rapidement compté à peu près une 60aine de plans qui intéressent l'histoire du Louvre et des Tuileries. À mon avis, il y en a sûrement plus. Mais on ne peut passer sous silence non plus les célèbres registres des comptes des bâtiments du roi, édités par Guy Fray, comme tout le monde le sait, ces comptes qui portent les cotes 2129 à 2178. Sous Louis XIV, l'administration des bâtiments du roi se voit chargée non seulement de la construction et de l'entretien des bâtiments, mais aussi du suivi et de l'affectation de ces bâtiments, qui semble en quelque sorte relever d'un contrôleur spécifique dans l'ensemble des bâtiments. Et pour le Louvre et les Tuileries, cela relève du contrôleur des bâtiments du roi dans Paris ou pour Paris, les 2 expressions se trouvent. Outre les affectations dans le Louvre, ce contrôleur a la charge du contrôle des constructions sur des baraques et les échoppes qui envahissent les interstices laissés libres dans l'espace occupé par le Louvre et les Tuileries, y compris bien sûr la cour carrée, comme vous le savez, où se trouvaient des baraques, et comme à Versailles d'ailleurs, des baraques accolées comme des sortes de verrues sur ces bâtiments. Le chantier, alors je ne vais bien sûr pas revenir sur les sources relatives au chantier, qui sont très complexes, hein, et des personnes bien plus compétentes que moi les présentent ou les ont déjà présentées. Mais je voudrais revenir sur le mode de fonctionnement, en quelque sorte, de ce chantier pour qu'on comprenne la complexité de la chose. Les architectes, d'abord, dessinent les projets. Le roi signe l'engagement des crédits, des dépenses. Ces documents d'engagement des dépenses, en général, ne sont pas conservés. Les entrepreneurs présentent des devis qui sont approuvés par les intendants des bâtiments. Ceux-là sont conservés dans O1. Les marchés sont passés par adjudication au rabais et sont donc établis devant notaire, ce qui veut dire que, et là je fais une presque unique allusion au fond des notaires de Paris, il est évident pour tout, mais aussi en particulier pour le Louvre et les Tuileries, que dans des cas comme celui-là, le fonds des notaires, le minutier central des notaires de Paris est tout à fait essentiel et en complément des fonds tels que O1. Les travaux sont ensuite reçus par des architectes contrôleurs des bâtiments. Ces documents sont dans O1. Les mémoires des fournisseurs sont vérifiés par les trésoriers des bâtiments qui signent les ordres de dépenses en marge des mémoires, et lesquels documents sont aussi conservés en O1. Et ensuite, les travaux sont payés. Donc ça, c'est le cursus, le process administratif, qui vous montre à quel point il peut y avoir des sources relatives à tout bâtiment, mais en particulier au Louvre et Tuileries, dans de nombreux cartons, registres des bâtiments du roi, et non pas uniquement dans ceux dont je vous ai parlé tout à l'heure. D'autres sources sont également données dans les archives de la Chambre des bâtiments de Paris, la sous-série Z1J, qui est assez connue par les historiens de l'architecture, bien entendu, et qui comprend, cette chambre avait compétence en matière de construction et surtout de maçonnerie dans Paris et sa banlieue, et c'était une occasion pour eux de faire des procès-verbaux d'estimation de dysfonctionnement ou de malfaçon. S'il y a au minimum pour les Louvres et les Tuileries une trentaine de documents qui sont conservés pour les années 1624 à 1649, puis 1769 à 1779.
Je viens maintenant à mon deuxième point, qui concerne le Louvre et les Tuileries dans la vie de la cour de France. Le Louvre et les Tuileries sont, comme vous le devinez, vous le savez, un lieu de vie pour l'ensemble de la cour. Et on y retrouve donc des traces, en particulier dans les archives de la Maison du Roi. On les retrouve à plusieurs titres. Au titre des grands officiers, comme le grand maître, qui gère les finances générales, dont celle de la Maison Bouche. Vous les avez aussi, pour ce grand maître, quelques éléments qui sont de manière factice conservés dans la sous-série, dans la série K, en particulier pour les écrous de la chambre au denier, les finances de la Maison Bouche, des années 1575-1587, ainsi qu'en K 530, dans lesquels nous avons des résidus, en quelque sorte, de ces comptes. Au titre donc du grand maître, au titre du grand chambellan, au titre du grand écuyer, au titre du grand veneur, puisque le grand veneur avait la tutelle des chasses et des varennes, j'y reviendrai tout à l'heure, et dont la varenne du Louvre. Enfin, du grand maître des cérémonies pour ce qui concerne le protocole dans toute opération, toute manifestation qui avait lieu dans les palais royaux. C'est également un lieu, ce palais, ou ces palais, c'est également un lieu de juridiction sous une juridiction particulière, et en particulier sous celle du prévôt de l'hôtel, du grand prévôt de l'hôtel. Alors, la prévôté de l'hôtel est un organisme qui remonte à la création de l'hôtel du roi, qui a pour caractéristique, en quelque sorte, d'avoir la compétence absolue sur ce qui concerne les courtisans. Et ces courtisans, en quelque sorte, se retrouvent soustraits à l'administration commune, par exemple au Châtelet de Paris, et sont, pour les affaires de police et de justice, sont soumis à ce prévôt de l'hôtel. Je vais y revenir juste après, donc je n'insiste pas pour l'instant. Ce sont également des lieux de vie religieuse, avec, mais là je ne fais qu'une allusion très rapide, sinon je pourrais partir dans de grandes directions, en particulier en pensant aux paroisses et églises qui sont soit directement en rapport avec le Louvre, soit très proches du Louvre, et dans lesquelles avaient lieu ou des cérémonies ou des actes en rapport avec le Louvre. Évidemment, Saint-Germain-l'Auxerrois, qui fait face et qui est bien connu pour ses rapports avec le Louvre, mais également Saint-Louis du Louvre, Saint-Nicolas du Louvre et Saint-Thomas du Louvre, lesquels offrent de nombreux documents, à la fois dans la série L, dans les sous-séries L et WL, concernant la documentation sur la vie religieuse en quelque sorte, et spirituelle plutôt, et dans l'immense série S, dont la déclinaison des différentes sous-parties serait fort fastidieuse. Également un point important, qu'il m'a semblé devoir être souligné, ce sont tout ce qui concerne les divertissements à la cour. Les Tuileries sont un lieu d'accueil et de salle de spectacle, comme vous le savez. La salle des machines, qui a été construite entre 1659 et 1662 par Carlo Vigarani, est un lieu important des fêtes et des manifestations, et Louis XIV appréciait particulièrement cette salle. C'est l'Académie royale de musique, autant dire l'opéra, qui, dans les archives, sont conservées sous O1 613 à 629, l'Académie royale de musique, de 1764 à 1770, s'y installe provisoirement après l'incendie du Palais Royal. Vous avez également la Comédie Française qui s'y installe entre 1770 et 1782, en raison de la construction du nouvel opéra au Palais Royal. Puis, des projets, en quelque sorte, de réfection de ces salles après l'incendie de 1781 amènent à trouver dans les cartons de O1 des projets d'installation de salles, aussi bien autour du Carrousel qu'au Palais des Tuileries. Des projets non aboutis, mais ce sont des sources historiques sur des éléments historiques importants. Bien sûr, je dois aussi citer, qui relèvent généralement des menus plaisirs, toutes les fêtes en plein air, et en particulier les carousels, qui ont donné, bien entendu, le nom à l'espace actuellement du Carrousel. Troisième point de mon topo, le Louvre et les Tuileries comme un lieu de fonction de nombreux services, organismes
et un lieu de logement d'individus particuliers dont les artistes privilégiés du roi. Alors pour mémoire, je le rappelle, que le Louvre, la tour du Louvre, a été pendant longtemps le siège du Trésor royal pour des raisons de défense et de protection. C'est pareil, je n'égrène pas ici les sources relatives à ce sujet, qui sont par ailleurs bien connues. C'est également le siège des organes de gouvernement importants, bien entendu les conseils du roi, enfin, le Conseil du roi décliné sous ses différentes caractéristiques, et je citerai en particulier ici le Grand Conseil, qui est installé dans l'aile nord de la Cour Carrée en 1754 et qui y reste de très nombreuses années, et dont les archives restent presque jusqu'au bout au Louvre. Des sièges d'organes judiciaires, j'ai parlé de la prévôté de l'Hôtel qui a siégé au Louvre de 1645 à 1656, puis de 1750 à 1791. Ces archives de la prévôté de l'Hôtel sont conservées dans deux fonds différents, la sous-série V3 des archives nationales, ce sont les archives de fonction judiciaire proprement dites, et dans O1, sous les codes 3700 à 3712, se trouvent les archives d'administration proprement dites de la prévôté de l'Hôtel. Dans la salle des Cariatides se trouvait installé le bailliage et capitainerie des chasses de la Varenne du Louvre, créé en 1594, et c'est une juridiction compétente pour l'ensemble des chasses royales aux environs de Paris, et dépendait donc du Grand Venère, comme je l'ai dit. Dans la sous-série Z1Q, et dans O1 1035 et 1321, pour le Louvre, et 1035 et 1322 pour les Tuileries, nous avons une partie des archives de la capitainerie du Louvre et de la capitainerie des Tuileries. C'est également le siège d'administration royale, l'imprimerie royale, dont les archives sont conservées dans les O1 1610 et 611, la calcographie, qui est toujours au Louvre, le cabinet de marine et de mécanique, les menus plaisirs, qui sont installés au Louvre en 1722 dans l'aile sur la rivière, entre le pavillon du milieu et le pavillon du midi, jusqu'en 1758. Et leurs archives, comme vous le savez, sont dans la sous-série O1. Il y a également le garde-meuble, qui n'est pas à proprement parler dans le Louvre, mais à l'hôtel du Petit Bourbon, au moins jusqu'en 1758, date de son transfert dans un autre lieu. Les archives du garde-meuble sont bien entendu conservées dans la sous-série O1. Il y a la galerie des plans en relief, et enfin, je signalerai aussi le projet éphémère confié à Robert de Cotte d'installation de la Bibliothèque royale dans l'aide de la colonnade et sur la Seine, projet qui date des années 1720-1722. C'est également, et c'est pas rien, le siège de l'ensemble ou quasi l'ensemble des académies royales, dont une très grande partie des archives, du moins des archives d'origine, sont conservées dans la sous-série O1. L'Académie française, ce n'est pas le cas pour l'Académie française, mais l'Académie française y est logée, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'Académie de peinture et de sculpture, bien sûr, l'Académie d'architecture. En janvier-février 1692, la cession du Palais Royal à Philippe d'Orléans oblige à rappeler les académies d'art, à rapatrier les académies d'art au Louvre, où étaient déjà installées, comme vous le savez, l'Académie française et l'Académie des inscriptions. Et je ne saurais oublier l'Académie des sciences. Tous ces organes ou organismes doivent être logés et prennent de la place et se font des bisbilles pour obtenir, si possible, plus de place que l'autre, bien sûr. J'ai parlé des logements. Parmi ces logements, je distinguerai les logements et ateliers des artistes privilégiés du roi, des logements particuliers, des particuliers. Les artistes et marchands privilégiés du roi y sont installés dans la Grande Galerie du Louvre. C'est Henri IV, comme vous le savez, qui en 1607 a décidé, très avant, d'y installer des artistes dits artistes privilégiés, 27 logements et 5 grands ateliers sont aménagés. Chaque logement s'organise verticalement sur plusieurs niveaux, 3 niveaux, un rez-de-chaussée avec arcade et boutique, un entresol, et au-dessus de la galerie de l'étage, des appartements royaux, un ou deux étages, combinant des espaces de travail et d'habitation. Ils sont commensaux du roi, donc relèvent de la prévôté de l'hôtel,
ce qui a comme conséquence, entre autres, que si l'un ou l'autre décède dans le Louvre, l'inventaire après décès, la pose des scellés se fait non pas par le Châtelet de Paris, mais par le prévôt de l'hôtel ou ses agents, ce qui n'est pas négligeable pour retrouver les sources. Et ces lieux sont attribués par brevet de logement. Ces brevets de logement sont enregistrés dans les registres du service des bâtiments, qui conservent l'original sur parchemin dans la galerie du Louvre, qui dépend, elle, des bâtiments du roi. Donc c'est un peu amusant parce que c'est le serpent qui se mord la queue. Pour ce qui est des particuliers, puisque beaucoup de particuliers étaient logés au Louvre, les attributions de logement se faisaient également par brevet, qui étaient expédiés par le secrétariat d'État de la Maison du Roi et qui portent la concession, en quelque sorte, d'une grâce que le roi a fait à une personne en particulier. On peut les retrouver, ces enregistrements, dans les registres O1 13 à O1 128. Et pour la fois le Louvre et les Tuileries, il y a par ailleurs, dans les cartons dont je vous ai parlé, les 1672-75 des bons du roi d'accord de logement, et pour les Tuileries, dans les 1777 à 1790, pour les années 1777 à 1790, nous avons également en cas un certain nombre de documents. Je fais allusion très rapidement, même si ce serait un sujet très intéressant, au fait que tous les meubles meublants occupant le palais, enfin installés dans le palais, relevaient bien entendu du garde-meuble de la couronne, dont les archives sont conservées en O1 pour cette période. Des inventaires spécialisés pour le Louvre et les Tuileries de ces meubles existent, dont je vous passe les cotes. Les collections royales, bien sûr, puisque nous avons affaire à un futur musée, proche bientôt, apparaissant bientôt comme un musée, ces collections royales, vous le savez, sont conservées en grande partie pendant longtemps dans le Trésor, et sous l'Ancien Régime, mais aussi sous le Moyen-Âge, mais aussi sous l'Ancien Régime, elles apparaissent dans un certain nombre de documents importants qui ont été publiés pour la plupart dans le fonds de la direction des bâtiments, les O1 1964 à 1980, et dans des documents de cas et double cas également. Nous avons l'inventaire des joyaux du roi de 1418 à 1421 et un certain nombre d'inventaires des médailles et des poinçons et carrés des médailles du roi pour les années 1687-1698. Les salons, bien sûr, sont renseignés, sont informés dans ces archives, et les sources relatives au début au projet en fait, d'installation du Louvre comme muséum, puis muséum national, dans les espaces qui lui sont dévolus, sont bien entendu conservés dans les cartons de O1 que j'ai signalés tout à l'heure. Alors, je termine rapidement en faisant allusion tout de même au fait que le Louvre a joué un rôle très important pour l'histoire de la conservation des archives du Louvre, bien sûr, mais également des archives de nombreuses organisations et administrations royales. En effet, par des décrets de 1790, l'Assemblée nationale avait décidé que les biens particuliers du roi et de sa famille, jusque-là non distingués de ceux de la couronne, devaient être réunis au domaine de la nation, qui verserait désormais au roi un traitement, ce qu'on appelle la liste civile. Des décrets suivants de 1791 ont prévu que le roi résidera dans le palais du Louvre et des Tuileries réunis et lui réserve en quelque sorte la jouissance et les revenus de plusieurs châteaux et domaines royaux, ainsi que des principales manufactures royales, et lui réserve les meubles du garde-meuble qui sont à la charge de la liste civile. Plusieurs années après, en 1824, une ordonnance plutôt, décrète la création d'un organisme extrêmement important que sont les archives de la couronne, qui décident de regrouper dans l'intérêt du domaine de l'État, compris dans les domaines de la liste civile, toutes les archives servant à établir et à constater la propriété des biens formant cette dotation. Donc on rassemble sous la galerie du Louvre les archives au fur et à mesure, jusque dans les années 1840, de ces administrations apportant des preuves de propriété. Autant dire qu'on y rassemble aussi énormément d'archives concernant les bâtiments du roi,
concernant la gestion et l'administration des domaines, la pairie, un certain nombre d'autres services. Et par décret du gouvernement provisoire du 31 mai 1848, il est décidé que les archives de la couronne dont le liquidateur de l'ancienne liste civile avait la tutelle, devaient être versées immédiatement aux archives nationales, au site de Paris, au site de Soubise. Le transfert se déroula entre le 22 juin et le 8 août 1848, où elles sont demeurées depuis, pour ce qui concerne la partie antérieure à la Révolution. Le reste étant logé dans ce très beau bâtiment. Voilà. Vous avez également d'autres services qui ont leurs archives, mais je ne reviens pas dessus puisque j'ai fait allusion, le Grand Conseil, dont une partie des archives sont traçables, si je puis dire, comme telles. Vous avez les archives du bailliage de la Varenne du Louvre, et vous avez également les archives du secrétariat d'État aux Affaires étrangères qui ont été pendant longtemps conservées au Louvre. Tout cela a fini par arriver aux archives nationales et nous montre à quel point, sans compter tous les fonds, les séries et sous-séries dont je n'ai pas pu parler, les fonds conservés à Paris, bien sûr ceux conservés ailleurs qu'à Paris, sont d'une richesse inouïe et difficile à maîtriser en un quart d'heure. Je vous remercie.